S'il vous plaît, on va reprendre après ce petit café. Alors, j'ai l'honneur de présenter, alors je ne vais pas présenter Jean-Arthur, qui est un peu un des membres fondateurs de Next. C'est vrai que je suis un peu émue, puisque maintenant c'est professeur Jean-Arthur Micouleau, juste depuis quelques jours. C'est sa deuxième présentation en tant que professeur. Vous allez voir, il parle très différemment. Alors bon, psychiatre, neurophysiologiste. On continue notre voyage au centre du neurofeedback. Et alors, il fut un temps où on parlait de transfert, de contre-transfert. Et je crois que Jean-Arthur va parler du transfert et du contre-transfert à l'heure du numérique, des interactions homme-machine et puis ces interrelations entre le patient, le thérapeute et puis la machine qu'est le neurofeedback. Et je suis sûre que il va nous raconter ça avec beaucoup d'élan. À toi. Merci beaucoup Stéphanie, et donc un peu de stress avec l'emphase que tu mets. En fait, je vais vous proposer, c'est difficile quand on intervient dans le congrès qu'on organise soi-même, je vais essayer de vous proposer une transition par rapport à ce qui a été fait ce matin, qui est un peu l'état des recherches qu'on fait en France sur le neurofeedback, et puis le thème qu'on aborde progressivement, c'est effectivement ce terme de transfert contre transfert en lien avec les technologies, en tout cas quelque chose qui se passe entre des sujets et des technologies et que le neurofeedback exemplifie. Donc, effectivement, c'est une présentation sur le principe des boucles d'engagement thérapeutique en neurofeedback. Et en fait, c'est ma première présentation comme professeur. Ça compte pas, la première, c'était avec des dentistes. Non. Mais d'une certaine façon, c'est assez étonnant parce que mon père était dentiste et en fait, il voulait que je sois dentiste. Et quand j'ai eu la première année de médecine, parce que si on fait du transfert contre transfert, on raconte les choses du coup, mais je vais me dissocier un peu. Et donc en fait, j'ai raté la première année de médecine. Ça, c'était pas prévu. Non. Je pensais pas qu'on allait continuer la psychothérapie du professeur Jean-Arthur, mais bon. Tu vas voir Stéphanie, du coup, c'est une avancée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, en fait, il voulait que je sois dentiste. Il avait dit que j'avais des mains de dentiste. Et en fait, du coup, j'ai pas fait dentiste, mais il se trouve que ma première présentation hier comme professeur était devant des dentistes. Et donc, je dis des liens forts avec les dentistes pour aucune raison propre. Qui, en fait, je me rends compte qu'ils sont peut-être liés à ma relation avec mon père, qui est peut-être pas si problématique que ça, mais ça, j'avance avec ma psychothérapeute aussi sur ça. Et qu'en fait, c'est peut-être ma mère le problème, mais bon. Donc tout ça, c'est quand on est psychiatre, on essaie de danser. Et vous savez, quand on a 40 ans, en plus, on est nommé professeur. En plus, il y a l'épaisseur que Carl Jung disait, tout d'un coup, on voit l'épaisseur de son histoire et tout d'un coup, on a l'impression, j'ai chaud, que tout d'un coup, les trucs font des liens, quoi. Et donc, je vais faire des liens. C'est dans ma présentation. Et je me suis dit, comme professeur, quand j'ai préparé ma présentation, en fait, je me suis rendu compte que c'était la première présentation où je ne citais que des travaux que j'avais faits. Donc, quand on a commencé à être professeur, en fait, on peut faire des présentations qu'avec ces publications. Et je me suis dit, merde, une première présentation de professeur et je mets que des trucs que j'ai écrits. Alors, ça veut dire qu'il commence à avoir une densité de publications qui permet de le faire. Mais en fait, je me suis dit, je vais tourner le truc, vu qu'on est sur l'interbrain et les synchronies et l'aspect collectif, en fait, je vais faire une présentation où le titre des diapos sera uniquement les gens avec qui j'ai collaboré et qui va tisser le lien de ce qui s'est passé un peu dans Next depuis 6-8 ans et donc d'essayer de vous raconter l'histoire pour voir pourquoi on a ouvert vers Léa, vers Guillaume Dumas. Voilà. Donc, tout commence avec Robert Thibault, bien sûr. On l'avait invité à Lyon, Robert Thibault, qui a laissé, on va dire, attaquer le champ du neurofeedback à partir notamment de l'article qu'il a commenté de Chabus, qui était un article dans Brain. Donc on se dit, mince, on est en neurosciences. Brain, c'est une des plus grosses revues de neurosciences. Et il y a cet article qui tombe en 2017. Next est en train de se construire, en train d'essayer de dire aux professeurs de psychiatrie qui nous voyaient comme vraiment des petits juniors
en train de tester si on allait devenir professeur ou pas et tout. Et on leur dit non, non, c'est un champ sérieux. Et tombe ce papier Better Than Sham. Est-ce que c'est mieux qu'un placebo? Et qui conclut que c'est pas mieux que le placebo. Et c'est pas que ça, c'est qu'en plus, Robert Thibault, qui travaille avec Raz, qui était un prestidigitateur qui maintenant travaille sur les aspects suggestifs, etc., fait une lettre et disant qu'en fait, le neurofeedback, voilà le titre, The Climate of Neurofeedback, Scientific Rigor and the Peril of Ideology. Bon, il y va quand même il y va fort. Et c'est là où Next s'étant fondé, on a fait une des premières lettres dont on est assez fiers, que vous voyez dessous, où on pose le fait que c'est bien les essais contrôlés randomisés, mais ce que Next va essayer de faire dans sa communauté qui dit les interfaces cerveau-machine, la communauté de la neurophysiologie clinique et la communauté de la psychiatrie, on dit on va essayer de trouver un peu les mécanismes du neurofeedback. C'est bien les essais contrôlés randomisés, mais souvent ce qu'on se rend compte, c'est que en fait, les essais contrôlés randomisés ne réfléchissent pas au groupe actifs. Ils réfléchissent fortement au groupe Sham en se disant ah mais mince, comment on va faire la boucle de neurofeedback pour que ça soit Sham, pour que les gens n'aient pas l'impression qu'ils aient l'impression d'échouer et qu'ils continuent à quand même faire quelque chose dans le Sham pour que ça soit du Sham et que les gens s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit mais est-ce que vous avez contrôlé que dans le groupe actif il se passe quelque chose? Ils font ah ben non, le groupe actif c'est simple, on met la boucle et voilà. Et donc là on se dit mince, il y a un problème, et c'est ça qu'on a fait comme réponse, et les éditeurs l'ont bien accueilli, et c'est ça qui a fixé un peu la ligne de tracé de notre axe Next. Alors, le postulat de Robert Thibault, c'est que quand on fait du neurofeedback actif, ce qui est en vert versus du neurofeedback Sham, certes, le neurofeedback actif peut faire la preuve qu'on modifie des activités cérébrales. Oui, on peut apprendre à modifier son activité cérébrale en neurofeedback actif. Quand on regarde l'impact sur la plainte d'insomnie, oui, ça améliore les plaintes subjectives, mais ça n'améliore pas la qualité objective du sommeil. Et le neurofeedback Sham, non, il ne modifie pas le cerveau. Donc là, on voit la différence. Le neurofeedback Sham ne modifie pas le cerveau, alors que le neurofeedback actif modifie le cerveau. Mais on a le même impact sur les plaintes subjectives. Et bien sûr, pas d'impact sur les plaintes objectives, puisqu'elles n'étaient pas dans les deux groupes. Donc là, sa conclusion de Robert Thibault, c'est que le neurofeedback peut modifier l'activité cérébrale, mais ce n'est pas relié à un effet spécifique clinique. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre la modification du cerveau et l'impact clinique. Le neurofeedback agirait par des variables non spécifiques d'ordre psychosocial qu'il faudrait connaître pour améliorer l'efficacité de cette thérapeutique. Il appelle super placebo. Là où il est assez sioux, Robert Thibault, c'est il attaque au boulet rouge et en même temps il nous dit mais c'est pas grave, en fait c'est génial d'avoir un super placebo. Or, quand on fait de la médecine occidentale et de la psychiatrie sur un modèle de médecine occidentale, il est important de se dire que même s'il y a beaucoup d'effets qui passent par l'effet placebo, une partie de notre effet passe par un effet spécifique qu'on peut identifier. Ça veut dire quoi? C'est qu'une maladie, c'est quelque chose qui cloche dans l'organisme et qui a des conséquences négatives. On peut améliorer les conséquences négatives par plein d'autres choses que d'agir sur les mécanismes, mais qu'en partie, notre prise en charge doit quand même cibler une partie de quelque chose qui cloche dans l'organisme. Ça va? Donc voilà. Donc en fait, il y a l'idée qu'il est quand même nécessaire de cibler ce qui cloche dans l'organisme. Mais quand on dit, mais si vous, les praticiens, vous pouvez faire sans cibler ce qui cloche dans l'organisme, vous faites du truc, du super placebo, mais vous déniez la scientificité de votre pratique clinique, qui ne se réduit pas à agir que sur les mécanismes, mais qui s'articule avec le fait d'agir sur les mécanismes. Et si on dénie ça, on fait d'autres types de pratiques, et c'est ça qui me paraît compliqué dans Robert Thibault. Alors, on l'avait... Bon, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais... Et mais quand on l'avait rencontré, il était sympathique. On avait vu qu'en fait, il jouait avec ça, quoi. En fait, en fait, il a été assez utile parce qu'il nous a challengés, et c'est important dans la communauté scientifique d'avoir des gens qui nous challengent, parce que la controverse scientifique, c'est un élément dynamisant pour la recherche, et c'est important d'avoir de la controverse scientifique. Et c'est pour ça que je commence par lui, parce qu'en fait, c'est lui, par sa posture controversiale, qui nous a unis. C'est grâce à ça qu'on l'a invité à Lyon, c'est grâce à ça qu'on a rencontré Thomas Ross, et ça a internationalisé un peu notre section Next. Ensuite, on a fait à chaque section des revues qui nous reliaient entre nous. On est sur le terme des synchronisations intercérébrales, donc j'ai mis Jean-Marie Bataille et Next, parce que Jean-Marie a eu un rôle fédérateur aussi dans cette section Next, mais
il se trouve que on range les articles par ordre alphabétique et donc Jean-Marie se retrouve toujours en premier auteur. Ce qu'on avait dit, on fait tout le monde au même niveau et donc c'est le premier auteur. Ce travail, après avoir eu cette figure fédérative qu'on a eue avec Robert Thibault, malgré lui, mais qui nous a été utile dans cette internationalisation du débat, eh bien, on a proposé à notre communauté psychiatrique un article dans l'Encéphale qui était sur le fait que les recherches en neurofeedback sont en fait un terrain fertile. La controverse est fertile, le terrain du neurofeedback est fertile pour la psychiatrie parce qu'elle questionne un ensemble de choses qui sont importantes. Et par rapport à Robert Thibault, on a fait cette figure en se disant, oui, Robert Thibault nous dit le sham neurofeedback ne modifie pas le cerveau, mais est quand même actif sur les plans subjectifs. Le neurofeedback actif modifie le cerveau, mais aussi actif sur les plans subjectifs. Donc, ce n'est pas la modification du cerveau qui modifie les plans subjectifs. Mais nous, ce qu'on a juste fait, c'est que le pont, en fait, il n'est pas direct entre le neurofeedback et l'efficacité clinique. Il y a toute une couche intermédiaire qui est celle de est-ce que le sujet performe, est-ce qu'il arrive à modifier son activité cérébrale, dans quel sens, dans quel degré, est-ce qu'il acquiert des compétences nouvelles qui persistent dans le temps. Et donc ça se joue au niveau de compétences cognitives, de processus cognitifs, mais également de mécanismes cérébraux. Et que c'est cet étage-là que souvent, dans les essais contrôlés randomisés, on n'aborde pas. Et donc, mon parcours après Robert Thibault, Jean-Marie Bataille, la section Next, Thomas Fauvet, lui, travaillait sur les serious games, et donc qui fait partie de la section Next. Eh bien, on a fait un article sur l'intérêt des serious games, et on est reparti d'une phrase de Uta Strel qui est importante dans le champ du neurofeedback en Allemagne, c'est que le thérapeute a à comprendre les lois de l'apprentissage quand il applique l'entraînement du neurofeedback pour être un partenaire compétent. Mais je trouve que par rapport à aujourd'hui, c'est un élément central. En fait, dans quelques mots, elle nous dit tout, la nécessité de modèles d'apprentissage en neurofeedback et pas simplement d'une black box où on dit le groupe actif est actif et le groupe sham. Là, on a fait très attention qu'il soit sham, mais comme si c'était pas sham. C'est-à-dire que le sujet s'en rend pas compte. Donc voilà, donc la black box doit être abordée dans le groupe actif. Et il y a deux éléments, modèle d'apprentissage, partenaire compétent. Et donc, dans ces deux cas, c'est ça qu'on va essayer de cibler, c'est ça qu'on a essayé de cibler dans notre parcours. Et donc, j'arrive après Thomas Fauvel sur François Vialat, qui est ici, qui a fait un article important sur les modèles d'apprentissage sur le neurofeedback. Donc, tu nous avais fait une présentation lors de la première session, je pense, de neurofeedback à l'ICM. Et puis après, on peut retrouver ces vidéos sur le site internet. Puis après, l'an dernier, à La Rochelle, sur les processus cognitifs et métacognitifs sur l'apprentissage. Donc l'idée n'est pas de résumer cet article, mais de dire que on peut modéliser ces éléments et que dedans, il y a certes des boucles internes, qui sont celles du conditionnement opérant, là, qui sont censées être externalisées, internalisées grâce au neurofeedback, mais il y a aussi plein de choses externes qui sont importantes. Et notamment, ce qui peut-être ait fait l'évolution maintenant, c'est que tous les rôles sociaux sont peu abordés dans le modèle de 2017 de Vialat et al. Et que peut-être l'idée, ça serait de reprendre ce modèle qui est assez complexe, mais où est la cognition sociale? C'est peut-être un élément de débat pour tout à l'heure, mais j'aimerais avoir ton avis sur ce modèle très complexe du processus cognitif d'apprentissage. Ce n'était pas encore trop détaillé dans cet article de 2017, mais c'est ça qu'on veut emmener. C'est que dans tous ces processus cognitifs, la cognition sociale, le compétent de partenaire, ce que nous indique Uta Strel, est peut-être fondamental. Et ce partenaire compétent, on peut le trouver dans la figure de l'article qu'on avait fait avec, dans l'Encéphale, où cet article il est inspiré des travaux de Camille Genet et de Fabien Laude, qui sont d'autres personnes importantes dans ces synchronisations interpersonnelles que la section Next a pu permettre. Et donc, dans cette idée de partenariat avec les interfaces serveur-ordinateur, l'idée, c'est de modéliser non pas simplement la boucle d'apprentissage, mais également la façon dont les gens apprennent en relation. Et donc, il y a toute une partie que les interfaces serveur-machine, leur cœur de métier initial, c'est le human-machine standpoint, mais qu'il y a des personnes dans le champ de, je ne veux pas réduire l'ingénierie, mais c'est pas négatif, mais dans le champ des sciences en général, qui sont attentifs au vécu. Et ça, j'ai souvent eu cette impression qu'en fait, vous trouvez plus de gens qui s'intéressent à la phénoménologie chez les technologues que chez les scientologues. Ce que je veux dire, c'est que, ouais, ça c'est sûr, c'est pour ça que j'ai toujours été intéressé d'aller vers les gens qui font des techniques, parce qu'en fait,
et c'était pareil à Marseille quand j'y étais, les gens qui modélisent des trucs qui doivent fonctionner, mais ils bricolent, et en bricolant, ils s'intéressent à ce que les gens font. Et tandis qu'avec les souris, tu bricoles pas avec le subjectif. On est dans une session Neurocampus, mais merci de leur soutien d'ailleurs, encore une fois, qui a été réduit par 2. Je ne devrais pas le dire ça, pour aucune raison, à la dernière minute. Mais c'est un soutien important. On va peut-être le couper, ça. En fait, quand on est professeur, ce que je me rends compte, c'est qu'il faut se mettre des auto-limites, parce que sinon, mes présentations vont venir de plus en plus sans limite, ce que tu m'as dit, et qu'après, on peut vraiment raconter n'importe quoi du fait de sa fonction. Mais heureusement qu'il y a les amis, et donc Camille Jeunet et Fabien Lotte sont des personnes très importantes, parce qu'ils nous emmènent ce point de vue que des techniciens, et je le dis positivement, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à la technique en termes de prolongation de l'humanité. Vous voyez, la main, la technique, l'outillage est un élément central de l'humanité. Ils portent ça et ça se sent vraiment. Ça, on sent une humanité à travers la technique chez eux. Je vais arrêter de faire un éloge comme ça. Mais ils s'intéressent à ces modèles et donc, en discutant avec eux, on a vu qu'on pouvait modéliser un certain nombre de facteurs qui permettaient d'être cette interface entre l'efficacité clinique et la boucle de neurofeedback. Et je pense que Léa, tu vas rebondir là-dessus parce que Léa, c'est un peu l'élève de Camille Jeunet et de Fabien Lotte. Donc, en fait, elle est le bébé maintenant mature qui arrive pour nous présenter ce parcours et elle va nous présenter une toolbox pratique sur le fait d'aborder ce cheminement que vous avez eu depuis 8 ans. Et ça, c'est 8-10 ans, je pense. Et ça, c'est assez stupéfiant. Ensuite, il y a Thomas Ross, bien sûr. Thomas Ross, on l'a rencontré grâce à son invitation pour le faire discuter avec Robert Thibault. Et ils ont ensuite continué à collaborer pour faire la Neurofeedback CRED Checklist, qui est des standards de publication pour les essais cliniques contrôlés randomisés en neurofeedback. Et ça a été possible, ça a été publié dans Brain, on en fait partie. Dans cet article, je ne l'ai pas cité là, mais cette Neurofeedback CRED Checklist, en fait, elle est super essentielle parce qu'elle permet de normaliser un peu la façon dont on formalise les protocoles quand on écrit des résultats d'essais contrôlés randomisés. Mais avec Thomas Ross, on a continué à travailler et on avait eu une invitation d'Antoine Pellissolo qui travaille sur l'anxiété, qui est professeur de psychiatrie, référent sur l'anxiété, sur l'impact du neurofeedback sur les troubles anxieux et les PTSD. Et ça a été un élément important parce que ça nous a permis de continuer cette idée qu'à côté de le machine learning, il y a l'human learning. Et quand on s'intéresse aux troubles anxieux, et dans l'human learning, il y a l'anxiété de performance qui peut arriver de manière importante. Et on le sait, moi, quand j'avais essayé, à l'heure interne, je m'étais acheté les petites machines de cardio-feedback, de cohérence cardiaque. Je mettais des patients, j'avais les patients les plus difficiles du professeur Lançon qui m'envoyaient des personnes qui présentent des troubles résistants et que quand tu es interne, tu ne sais pas comment t'en dépatouiller. Et donc, je me suis dit, je vais faire du cardio-feedback. En fait, ça ne marchait pas parce que les gens paniquaient dans l'idée qu'ils voyaient le truc rouge. Et je me suis dit, mince, oui, bah ouais, mais en fait, quand tu les mets en situation d'échec, ça ne marche pas. Et que donc, dans l'anxiété, il peut y avoir des boucles de vraiment. Et donc, en fait, si tu mets juste la personne dans un truc de cohérence cardiaque, ça ne marche pas, quoi. Et que donc ça doit s'intégrer dans une prise en charge psychothérapeutique ou de remédiation cognitive globale. C'est ce que vous faites à Pipsy. Et ça, c'est un élément essentiel, c'est un élément qu'on a modélisé donc, dans l'article sur l'anxiété et le neurofeedback. Et cette anxiété de performance, elle est importante et elle peut être déterminée par des variables. Et ce que je n'avais pas remarqué quand on avait écrit l'article, mais que j'ai remarqué là, et ça me permet dans mon storytelling de continuer, c'est que l'encadré en haut à droite, environnement, il y a provide social présence. Donc, en fait, même si la présence n'est pas l'empathie, on discutait avec Stéphanie hier de ça, mais provide, social empathie, social engagement, en tout cas quelque chose qui fait que dans le neurofeedback, il y a quelque chose d'un engagement social qui doit se mettre en place. Et donc, c'est ça qu'on peut focaliser. Faire comment ? On va le faire avec un ami qui va parler cet après-midi, Guillaume Dumas. On a fait un article dans l'EMC sur l'EEG en recherche en psychiatrie et on a fait le point de toutes les utilisations de l'EEG en psychiatrie. Depuis les choses, comment dire, initiales, des premiers psychophysiologistes qui étaient en fait d'enregistrer des traces EEG, Jean Delay, etc., faisaient
à Sainte-Anne des expériences où ils demandaient aux gens ce que ça leur faisait d'écouter un son, etc. Ils regardaient des traces et ils savaient lire le EEG, quoi. Et puis après, on a dit les statistiques, il faut comparer des groupes comparables, et c'est la statistique et pas le rapport subjectif qui est plus fiable et valide dans la recherche. Puis après, arrive une étape que dans le champ des neurosciences computationnelles, ils ont, qu'en psychiatrie, on touche du doigt, qui est de dire, ben non, on va pas juste faire des stats, on va modéliser le signal EEG, ce que vous faites aussi dans les interfaces cerveau-ordinateur, ce qu'ils font dans les neurosciences computationnelles, ce qu'on fait un peu moins en psychiatrie, où on reste quand même sur l'étape où on compare les conditions. Mais en fait, en modélisant, on peut aussi modéliser les interactions sociales, le groupe D, et on peut donc faire de la synchronisation intercérébrale. Et l'idée, c'est comment on peut appliquer ça au neurofeedback. Et donc, dans ce panorama du champ des pratiques, on voit qu'il y a une confluence là qui va se faire vers le neurofeedback et les interactions sociales et les mesures en temps réel des activités EEG pendant les interactions sociales pour essayer de modéliser la social présence dans un entraînement en neurofeedback. Vous voyez l'idée? Et en fait, je me suis rendu compte hier soir que tout ça, ça avait été discuté avec mon directeur de thèse déjà depuis 2008-2009. Une personne qui m'a beaucoup soutenu parce que je me suis rendu compte en étant nommé professeur, c'est la personne qui m'a donné l'opportunité de continuer à être moi-même et de faire confiance à l'institution pour pouvoir dire qu'en faisant les travaux originaux qu'on fait, on pourra tout de même être reconnu par l'institution. Donc je lui dois beaucoup, je l'ai revu ce week-end, donc je suis un peu ému et c'est un élément important. On avait écrit en 2015 ce livre et en fait, dans le chapitre neurofeedback, on avait créé, alors il faisait des méga loops et des ultra loops dans son cerveau, hein, mais c'est toujours bien de voir des gens qui font des ultra loops dans leur cerveau. Et donc on avait fait cette loupe et en fait je me suis dit mince, c'est sur ça qu'on a fondé la journée en fait aujourd'hui. L'idée est la suivante. La loupe classique de neurofeedback est celle entre le patient et l'appareil de neurofeedback. L'appareil de neurofeedback doit mesurer, traiter, présenter une information neurophysiologique lisible au patient. Le patient, ce qu'il est attendu, c'est qu'il essaye des stratégies, produit des modifications psychophysiologiques et garde une motivation. Ça, c'est la boucle orange. C'est ce sur laquelle on se fonde généralement et on se dit que ça peut avoir un impact psychophysiologique et qu'en modifiant le cerveau, on peut améliorer certains symptômes. Mais en fait, il y a tout plein de boucles de ce que vous tâcherez d'expliquer sur les aspects de modélisation de l'apprentissage, sur les aspects de compétent de partenaire. Qui dit le partenaire, c'est le thérapeute, peut-être elle n'utilise pas le mot thérapeute, mais compétent de partenaire, et puis de la sociale présence de Camille Jeunet, c'est l'idée qu'il y a des boucles qui se créent entre le thérapeute et le patient, qui guident les stratégies, qui renforcent la motivation, qui ajustent le réglage de l'appareil. Et donc, le thérapeute, il boucle avec le patient, mais il boucle aussi avec la machine. Et donc, si on a un modèle intégratif, éco-social, qu'on va tester ce soir d'un point de vue poétique, mais si on s'inscrit dans une perspective écosystémique de nos pratiques en neurofeedback, eh bien, on ne peut pas faire l'impasse sur la place du thérapeute et du patient. On ne peut pas faire l'impasse en termes de modélisation en sciences cognitives, mais peut-être qu'on ne peut pas faire l'impasse en termes d'électrodes qu'on met sur la tête des gens. Et en tout cas, dans la recherche, peut-être qu'il est intéressant de voir ces dynamiques cérébrales au cours de ces interactions et que peut-être qu'on peut les intégrer dans les protocoles de neurofeedback eux-mêmes. Et c'est un peu cette science-fiction qui n'est pas si fictionnelle que ça, parce que ancrée dans un système de recherche et de théorie de la recherche qui est en cours de construction et qui se fait, qu'on va vous proposer. Et il y a quelques jours, Guillaume Dumas tweetait cet article. Du coup, j'ai eu par le réseau social de Guillaume sur ça. Et je pense que c'était parce qu'il était en train de préparer la conférence d'aujourd'hui et qu'il y a un article dans Frontiers. Et donc, c'est pour ça que je dis « et les autres ». Et bien, après ce parcours de rencontres autour d'articles auxquels j'ai participé, mais qui en fait étaient fondamentaux grâce aux rencontres que ce parcours de recherche a permis. Mais les autres, c'est des gens que je ne connais pas encore, mais qui nous disent que la plasticité intercérébrale est un mécanisme essentiel dans la psychothérapie et que c'est la plasticité de moi et du patient, du thérapeute et du sujet. Et donc, il y a des modélisations de plus en plus importantes, non pas pour réduire l'acte thérapeutique à un acte d'intercérébral, mais pour dire qu'en fait, ce que tu es sensible quand tu es thérapeute et patient dans la rencontre, eh bien, si tu as cette sensibilité phénoménologique à cela, c'est pas uniquement parce que c'est un surplus d'âme, mais parce que c'est le reflet d'un mécanisme social ancré psychophysiologique fondamental pour lequel le neurofeedback
nous sera peut-être utile à aborder pour pouvoir le modéliser, le théoriser et l'assumer comme tel. Donc, c'est pour ça que je suis très heureux de donner la main et la parole ensuite à Léa et puis Guillaume Dumas pour qu'on puisse continuer le cheminement avec vous toutes et tous pour aborder ces questionnements-là. Merci. Attends, je vais mettre juste une coupure pour J'attends la coupure.